Bonjour tout le monde, donc bienvenue pour cette deuxième journée des rencontres les méditerranéennes. Aujourd'hui, nous démarrons la journée par une conférence. Nous avons le plaisir de recevoir Jacinthe Bessière, qui est toulousaine. On aime beaucoup les Toulousains à Canet, je crois, et les Toulousains nous aiment bien aussi. Jacinthe est professeure des universités en sociologie. Elle enseigne à l'université de Toulouse de Jean Jaurès et est membre du CERTOP, le Centre de recherche sur le travail, l'organisation et le pouvoir. Jacinthe Bessière enseigne également à l'ISTIA, qui est l'Institut supérieur du tourisme, de l'hôtellerie et de l'alimentation, qui est rattaché à cette même université, l'université Jean Jaurès, avec notamment une antenne à Foix. Ses activités de recherche sont à la croisée de la sociologie du tourisme, de la sociologie de l'alimentation et de la sociologie du développement. Alors, nous sommes particulièrement heureux de la recevoir aujourd'hui, d'autant plus que la ville de Canet porte un projet de tourisme alimentaire, puisque la ville souhaiterait dans les prochaines années ouvrir des halles gourmandes, des halles méditerranéennes. Et donc nous travaillons actuellement sur l'élaboration de ce projet. Pas plus tard qu'hier, un jury s'est réuni pour commencer à trouver l'architecte qui construira ce bâtiment. Donc le tourisme alimentaire, c'est quelque chose qui nous intéresse. Pour réaliser cet ouvrage, on a réalisé des études de faisabilité, des études d'opportunité. Et donc je pense que cette conférence s'inscrit pleinement dans ce que souhaite développer la ville dans les années à venir. Voilà, je vous laisse la parole et bonne conférence. Merci beaucoup Pascal Ferraud, merci beaucoup pour votre accueil, merci à la ville de Canet pour cette invitation et puis bravo pour l'organisation de ces rencontres qui je crois durent sur plusieurs jours. Donc effectivement ça fait partie des initiatives extrêmement intéressantes aujourd'hui qui associent la population locale, civile aux institutions également autour de l'alimentation. Donc j'ai aussitôt dit oui à votre invitation parce que je travaille, et Monsieur Ferraud l'a signifié, sur ces questions de patrimoine alimentaire, de lien au développement des territoires, de lien au tourisme. Donc beaucoup de choses à vous dire de ce côté-là. Et j'enseigne également sur ces questions auprès d'étudiants, notamment de master, qui justement souhaitent s'investir sur le développement touristique des territoires, y compris à travers les ressources alimentaires. Voilà, donc aujourd'hui c'est avec plaisir que je vais vous parler de tout ça. Donc je vais essayer de ne pas être trop longue. Alors, un certain nombre d'éléments. Je vais peut-être commencer par un ensemble, on va dire plutôt général, une introduction qui me semble est importante à signaler. Aujourd'hui, notre société, je crois, est traversée par ce qu'on peut appeler une patrimonialisation généralisée, avec un réel retour au goût des terroirs, un engouement patrimonial qui aujourd'hui se répand dans les territoires, dans les espaces, qu'ils soient ruraux, littoraux, de montagne, et qui traduit vraiment des logiques identitaires pour tous nos territoires, c'est-à-dire un besoin de revenir, un besoin de retrouver et de se réconcilier quelque part avec des racines peut-être, en perdition, avec un besoin de renouer avec des éléments du passé. Donc on a véritablement un engouement sociétal, je crois, qui traverse nos sociétés, je dirais nos sociétés modernes, parce que, alors moi je suis sociologue, je travaille plutôt sur les sociétés dites modernes, donc on est évidemment en France, en Europe aujourd'hui, on est traversé par une industrialisation très forte, et on va le voir tout à l'heure, l'alimentation a été aux premières loges de cette industrialisation. Donc c'est vrai que cet engouement patrimonial dans nos sociétés, il interroge et il renouvelle la vocation agricole des espaces ruraux, notamment parce que vous allez le voir, quand on parle alimentation, on parle ruralité, on parle paysan, on parle agriculture. Et aujourd'hui, finalement, cet engouement pour les patrimoines et pour ce terroir, renouvelle cette vocation que agricole des territoires ruraux. Aujourd'hui, un territoire rural n'est pas que agricole. Il est aussi culturel, il est aussi touristique, il a une vocation sociale, il a une vocation environnementale. Donc, cet engouement autour des patrimoines, et on le verra alimentaires, révèle tous ces enjeux-là qui sont extrêmement vastes.
Alors, juste un petit zoom sur, alors moi, ce que j'appelle de la sociologie, un petit peu de l'alimentation. Donc aujourd'hui, c'est un champ à part entière en sociologie qui a été, qui est notamment porté par Jean-Pierre Poulin, Claude Fischler et d'autres socio-anthropologues de l'alimentation, et qui nous donne pas mal d'éléments pour comprendre l'évolution des pratiques alimentaires aujourd'hui. Et on constate depuis notamment l'après-guerre, depuis les années 1950-1960, qu'il y a un bouleversement de nos pratiques alimentaires. Et que nos pratiques alimentaires traditionnelles se sont vues complètement perturbées, malmenées, déstructuration des repas, développement des industries agroalimentaires, industrialisation d'une sphère alimentaire, et y compris nos savoirs culinaires sont remis en question, avec des transmissions, je dirais, de recettes, de pratiques culinaires, culturales, d'élevage, etc., en perdition, là aussi, on le sait, la transmission de mère en fille, de grand-mère en petite-fille n'est plus la même. Donc évidemment, des bouleversements notables liés à cette uniformisation un petit peu des pratiques alimentaires. Je parlerai aussi de standardisation, l'aliment standard, l'aliment générique se retrouve sur toutes nos tables, et que l'on aille, quand l'on reste en France, que l'on aille en Asie ou en Afrique, on a l'impression que l'on peut avoir presque quasiment tous les aliments sur les mêmes tables du monde, en même temps, au même endroit, quasiment. Donc on est dans une sphère d'uniformisation. On a même parlé d'objets comestibles non identifiés, l'OCNI, ça c'est Claude Fischler qui nous a parlé de cela, c'est-à-dire un objet que l'on ne reconnaît plus, cette alimentation inconnue finalement, un produit alimentaire industriel dépourvu d'identité, dépourvu d'histoire, standardisé, uniformisé, et qui montre une très grande distance entre le producteur et le consommateur. Donc voilà un petit peu finalement ce que l'industrialisation alimentaire des années après-guerre nous a aujourd'hui amené dans un monde de globalisation ou dans une mondialisation, je dirais, presque incontournable. Donc en compensation, finalement, comme une contre-tendance à cela, l'engouement pour le terroir voit le jour, avec au final ce besoin de réconciliation, avec, je le disais tout à l'heure, un besoin de réconciliation, presque un besoin de consolation. On nous parle de cela ainsi, un besoin d'enracinement gastronomique qui répond donc à cette mutation de l'alimentation contemporaine. Donc voilà, on est, je crois, dans ce contexte-là. Je voulais aborder avec vous aujourd'hui plus spécifiquement ce que j'entends par patrimoine alimentaire, puisque c'est mon objet de recherche, et tout ce qui est patrimonialisation alimentaire, donc vous donner quelques éléments là-dessus, et ensuite faire le lien avec le tourisme, quelles articulations finalement entre le tourisme et l'alimentation. On verra qu'elles sont nombreuses. Donc pour commencer, finalement, le patrimoine alimentaire. Alors, aujourd'hui, la notion de patrimoine, je crois que tout le monde la connaît, l'utilise. Elle est assez galvaudée dans tous les mondes socio-culturels, politiques, économiques. Il y a une diversité d'approches à tel point que, j'ai envie de dire, tout quasiment peut être patrimoine. On parle d'ailleurs de patrimoine génétique, de patrimoine naturel, bâti, architectural. Là aussi, un véritable engouement avec des journées du patrimoine, des maisons du patrimoine, et puis les vide-greniers, et puis toutes ces, je dirais, opérations initiatives qui se basent finalement sur des éléments liés au passé et s'érigent un véritable marché du patrimoine. Donc finalement, quand on regarde un petit peu, le patrimoine serait tout ce qui mérite d'être conservé. Quand on regarde un petit peu plus dans le détail, on a beaucoup de définitions et de sociologues du patrimoine, notamment, qui ont travaillé sur la question, qui nous disent que le patrimoine est un ensemble d'éléments matériels et immatériels de l'identité de toute société humaine, élaborée, transmise et réactualisée sur un territoire. Alors c'est important, on verra, on parlera beaucoup de réactualisation. Le patrimoine n'est pas qu'un héritage, il est aussi un élément qui se réactualise, qui se revisite. Donc, des éléments matériels, immatériels, on va le voir autour de l'alimentation,
qui fonde l'identité d'un groupe, d'une communauté, d'un territoire et d'un groupe humain d'une manière beaucoup plus large. Donc on sent bien qu'il y a forcément cet enjeu de cohésion, de rassemblement et d'attachement culturel et identitaire autour de ces notions de patrimoine. Voilà, donc cette notion de patrimoine renvoie à cela, à une ressource culturelle. Et puis, avec ce que je vous ai dit tout à l'heure en introduction, le patrimoine, ça rassure beaucoup. Il devient une valeur un peu refuge. C'est une preuve finalement d'une permanence dans un monde extrêmement mouvant, une preuve de constance dans quelque chose de très inconstant. Voilà, donc on est sur un élément de réassurance pour nous, individus, pour les collectivités, les communautés tout entières, parce que finalement, savoir d'où l'on vient est extrêmement important quand on ne sait pas souvent où l'on va. Donc le patrimoine nous permet aussi de nous raccrocher finalement à des éléments d'identification hérités. Alors voilà, donc des éléments matériels, des éléments immatériels qui définissent ce patrimoine. Alors très facilement, très simplement, le patrimoine dit matériel, c'est le patrimoine tangible, qui se touche, qui est palpable. Alors que le patrimoine immatériel est ethnologique, il est intangible, il ne se voit pas, il ne se touche pas. Donc on va en reparler autour de l'alimentaire. Donc ce patrimoine immatériel, je crois qu'il est extrêmement important, il est plus difficile à saisir. Voilà, il est aussi baptisé de patrimoine ethnologique depuis les années 1980 et il est aussi défini par l'UNESCO avec le patrimoine culturel immatériel, le PCI, que l'UNESCO a longuement défini dans ses conventions depuis à peu près les années 2000. Donc, je ne vais pas vous lire toute la définition de l'UNESCO, mais l'UNESCO, finalement, définit le PCI, le patrimoine culturel immatériel, comme finalement tout ce qui appartient à une communauté, à ce qui fait identité, ce qui fait communauté, et ce qui est de l'ordre des savoirs, des savoir-faire, des connaissances propres à un groupe, propres à un territoire. Et le repas gastronomique des Français a été labellisé par l'UNESCO dans ce cadre-là, comme un patrimoine culturel immatériel, unique au monde. Alors je dis bien le repas, pas la gastronomie française. C'est le repas qui a été labellisé par l'UNESCO en 2010. On reviendra là-dessus, mais ce repas, c'est véritablement la dimension sociale qui a été labellisée, c'est-à-dire la dimension immatérielle, la dimension socialisante, la dimension conviviale, la dimension, le fait de se réunir, le fait de partager un long repas. Alors il s'agit bien sûr du repas festif qui a été labellisé au patrimoine mondial de l'humanité. Vous savez, ce repas qui dure 4 heures, voire 5 heures, ces repas de famille qui se structurent d'une certaine façon, où se crée du lien, où effectivement c'est le lien social le plus souvent qui demeure très spécifique, cette dimension de sociabilité. Donc c'est ceci qui a été remarqué par l'UNESCO comme assez remarquable en France, ce fameux repas à la française qui a priori n'a que très peu d'équivalent dans le monde. Cette convivialité, on appelle ça la commensalité. Alors, l'alimentation, forcément, est à la croisée des patrimoines matériels et des patrimoines immatériels, puisque finalement, on peut évidemment toucher un produit. Il y a de nombreux éléments patrimoniaux alimentaires tangibles, un fromage, une charcuterie, un gâteau, mais il y a aussi, et on le sait, de nombreux éléments immatériels, tout autour des savoirs, des savoir-faire, des tours de main, des recettes, des pratiques, des manières de manger qui appartiennent à l'immatérialité tout à fait intéressante. Donc voilà, l'alimentation se retrouve ici à la croisée du matériel et de l'immatériel et elle renvoie à une mémoire collective, à des racines, à un sentiment d'appartenance, le plus souvent à un territoire. Et vous le savez, quand on part ailleurs d'ailleurs, ou quand on se définit, par exemple, on se dit je suis de tel ou tel territoire, c'est là où on mange telle ou telle chose, très souvent. Donc on est bien sur quelque chose, cet objet-là, alimentaire, qui amène un sentiment d'appartenance, un sentiment d'identification.
Donc cette alimentation donne de la valeur à un lieu. Elle peut être ce par quoi, souvent, et ce pourquoi nous nous attachons à certains lieux. Donc c'est devenu un emblème pour beaucoup, un lieu de revendication, un objet que l'on revendique quand on se définit, encore une fois, quand on part à l'étranger ou quand on organise tel ou tel événement. L'alimentaire est bien sûr toujours là. Alors, ici c'est une définition, parce que je travaille sur ces éléments-là depuis, on va dire, plus d'une dizaine d'années avec une équipe de recherche. Et on a beaucoup travaillé sur ce qu'était un patrimoine alimentaire et ce qui n'était pas un patrimoine alimentaire. Et donc là, on a donné une définition. Donc vous l'avez compris, c'est un ensemble d'éléments matériels et immatériels. On va le voir lié à des productions, à l'univers agricole. Évidemment, on ne peut pas, je crois, s'affranchir d'agriculture lorsqu'on parle d'alimentation aujourd'hui. Lié à un héritage collectif d'un territoire. Ce patrimoine alimentaire, il va comprendre l'ensemble des produits agricoles, bruts, mais aussi transformés, tous les savoirs et les savoir-faire liés à ces productions agricoles, mais aussi les modes de distribution alimentaire, mais aussi les manières de table, les formes de sociabilité autour de tel ou tel plat, les symboliques alimentaires qui leur sont associés. Alors, pour entrer un petit peu plus dans le détail et avec des exemples, on s'est amusé à faire des tableaux, à inventorier ce qui peut être patrimoine. Et là, juste à titre d'exemple, au niveau, par exemple, de la production agricole, le patrimoine alimentaire est bien là. On a tous les produits bruts. Alors, j'allais dire, par exemple, ici, les produits de la mer, l'abricot rouge, le vin, l'olive. Mais on a aussi tous les savoirs et les savoir-faire liés à cette production, c'est-à-dire tous les comportements, les attitudes, les pratiques agricoles qui sont liées à ces productions agricoles, avec les savoirs, les savoir-faire liés à la pêche, par exemple, bien sûr. Sur d'autres territoires, ce sera par exemple les pratiques de transhumance lorsqu'il s'agit d'élevage. Sur d'autres territoires, les savoir-faire culturaux, les pratiques de vinification comme ici, bref, tous ces savoirs, ces savoir-faire qui correspondent à la production. Et puis on a des acteurs en face. En face, on a forcément des agriculteurs, viticulteurs, des organismes socio-professionnels agricoles, qu'ils soient syndicats, qu'ils soient coopératives. On a des institutions, les chambres d'agriculture, etc. Et puis on peut passer à la transformation. Et là, le panel est immense. Ce patrimoine alimentaire va désigner des produits transformés, beaucoup plus. Alors on pense au fromage dans beaucoup de régions, mais à d'autres recettes locales. Vous avez bien sûr l'aioli catalan ou bien le foie gras dans d'autres régions. Donc tous ces produits transformés qui sont aussi le résultat de savoir, de savoir-faire, même chose, autour de la transformation, avec ces recettes, ces tours de main, encore une fois, ces connaissances autour de la fabrication de tel ou tel mets, de tel ou tel produit, et tous les symboles qui y sont associés. Et là, on retrouve les entreprises agroalimentaires, petites ou grandes, les TPE, pourquoi pas, les coopératives, les institutions. J'ai aussi envie de rajouter tous les métiers de bouche, artisans, métiers de bouche, les traiteurs, les charcutiers, les bouchers, les boulangers, les pâtissiers, tous ces acteurs qui œuvrent dans le quotidien, bien sûr, à cette valorisation, à cette transformation, les restaurateurs, inévitablement, les fermiers aubergistes, etc., etc. Donc le cercle des acteurs s'agrandit. Et puis on a la distribution, bien sûr, qui est une autre composante et qui désigne d'autres formes de patrimoine alimentaire. Ce sont tous ces savoirs et ces savoir-faire liés à la commercialisation, à la distribution de certains produits. Et là, on pointe et on remarque, et je crois qu'il est important de pointer, les marchés de pays, les ventes à la ferme, toutes ces dispositifs, on va dire, de distribution qui font partie des patrimoines alimentaires, qui sont extrêmement recherchés également par le tourisme. Et là, nous retrouvons encore tous ces acteurs-là, partie prenante de cette distribution, de cette commercialisation. On peut rajouter les boutiques de produits de terroir et toutes ces formes de distribution agroalimentaire.
Et puis on a forcément la consommation, notre mangeur, notre consommateur, qui fait partie de la filière finalement patrimoniale alimentaire, le mangeur, vous, moi, le touriste, qui est bien sûr intégré quelque part à cette valorisation patrimoniale alimentaire. Alors, moi, je me suis amusée à... Alors, là, c'est un schéma, hein, j'ai travaillé dernièrement et je le montre dans mon dernier ouvrage, qu'il existe une fabrique du patrimoine alimentaire qui, aujourd'hui, concerne une grande partie de notre société, et notamment de nos territoires dits ruraux, littoraux ou montagnards, où on a une diversité d'acteurs à différents niveaux qui œuvrent, opèrent, autour d'un objet, le patrimoine alimentaire, et qui parfois sont insuffisamment reconnus dans leur action. Tout au centre de ce dispositif, on a les agriculteurs, les agricultrices, qui sont donc les acteurs de la production, j'en ai parlé. On a le travail de transformation avec les acteurs dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui peuvent être des restaurateurs, qui sont des acteurs comme des coopératives, encore une fois, qui peuvent être tous ces artisans, bouchers, charcutiers, etc. On a aussi, bien sûr, ces marchés de pays. Donc on voit bien au centre de cette fabrique patrimoniale une pluralité d'hommes et de femmes qui opèrent au plus près des patrimoines alimentaires, qui en sont les détenteurs, et qui en sont, je dirais, des pièces maîtresses, et qui sont finalement dans les coulisses du culturel, qui sont au cœur du patrimoine. Et tout autour gravitent d'autres acteurs. Alors évidemment, ils sont nombreux. On a les experts, les scientifiques, ceux qui viennent souvent de l'extérieur pour dire ça c'est un patrimoine ou ça ne l'est pas. Et puis, on a toutes les réglementations. Aujourd'hui, comme l'INAO, l'Institut national des appellations d'origine, les signes officiels de qualité qui, là aussi, légifèrent, réglementent ces aliments, ces productions, qui les classent, qui les normalisent d'une certaine façon. Et puis, on a aussi tout ce qui est communication, mise en marché avec les grandes industries, parfois agroalimentaires, les hyper, supermarchés, qui joue un rôle également, il faut le savoir, dans la mise en marché de ces patrimoines alimentaires. Et donc on a toute une fabrique, mais toute cette fabrique, elle est quand même, je crois, mobilisée autour de valeurs. Et c'est réellement des valeurs qui aujourd'hui sont constitutives des patrimoines alimentaires. Et j'en reparlerai tout à l'heure, mais c'est des valeurs liées au temps, à l'histoire, des valeurs liées au lieu, à un territoire, des valeurs liées à l'origine des produits qui... je crois, conditionne toute cette fabrique. Puis on a le touriste, là, à l'extérieur, j'en reparlerai, qui gravite tout autour et qui, lorsqu'il le peut, vient manger, découvrir et œuvrer lui aussi à sa façon à la valorisation des patrimoines alimentaires. Alors, toujours dans cette continuité, moi je vous disais tout à l'heure, j'ai essayé de voir ce qui fait patrimoine alimentaire et ce qui ne fait pas. Aujourd'hui à Canet, dans sa région, je pense, voilà, il y a une série d'initiatives sur la valorisation de la gastronomie, de la cuisine, de l'alimentation. Et on se pose tous à un moment donné la question, mais finalement, de quoi il s'agit réellement ? Qu'est-ce que l'on va valoriser ? Qu'est-ce qui fait patrimoine chez nous ? Qu'est-ce qui fait patrimoine alimentaire chez nous ? Que l'on pourrait mettre en avant plus qu'autre chose. Et on a identifié 3, je crois, critères qui font qu'une alimentation devient patrimoine ou pas. Bon, il y a l'ancrage temporel, on va voir ce que c'est, l'ancrage spatial, et ensuite tout ce qui est processus d'appropriation. Alors, en gros, ces 3 mesures ou ces 3 critères sont indispensables pour valoriser une alimentation et pour, je dirais, la patrimonialiser, parce qu'on va pouvoir parler ainsi. Il faut de l'histoire, il faut un lien au lieu, et je crois qu'il faut aussi que les habitants se sentent très attachés à ce patrimoine dit alimentaire. C'est ce que j'appelle l'appropriation. Alors, parmi les premiers critères, c'est l'ancrage temporel. Donc, moi, j'ai fait beaucoup d'enquêtes, notamment en région Occitanie. Alors, pas sur votre région, mais plutôt dans le Nord-Aveyron, dans le Sud-Aveyron, ou dans le Gers également, ou dans l'Armagnac, dans le Midi-Quercy également, dans le Lot. Et on s'est rendu compte, évidemment, que l'ancrage temporel était indispensable aujourd'hui pour parler de patrimoine alimentaire, avec ce lien au temps, ce lien à l'histoire. Et j'allais dire que plus il y a une profondeur historique,
plus on a des chances de devenir patrimoine quelque part. Donc c'est le lien au temps, ou la profondeur historique ici du patrimoine alimentaire qui est mise en avant. C'est ce qu'on appelle la mémoire. La mémoire collective, mais aussi la mémoire individuelle. Et effectivement, il y a des mémoires collectives que tout le monde se plaît à raconter autour d'un produit, autour d'une recette. Alors moi, j'ai beaucoup travaillé sur le fromage de Roquefort, par exemple. Et vous allez dans le sud Aveyron, tout le monde peut vous raconter l'histoire de la naissance du Roquefort avec le berger et la bergère au XIIe siècle qui se sont rencontrés, etc., qui ont laissé leur mie de pain dans une lavogne sur ces cosses-là du sud Aveyron, et cette lavogne, cette mie de pain s'est transformée en fromage puisqu'il y avait du lait caillé à côté. Bref, de la légende, de la mémoire collective, mais que j'allais dire qui intervient forcément dans l'appropriation du produit. Mais il y a aussi toutes les mémoires individuelles. L'alimentation, c'est aussi le domestique, c'est dans les familles. Et chaque famille, je crois, peut être capable de raconter une histoire personnelle autour de la fabrication de telle ou telle recette. Des savoir-faire, je le disais tout à l'heure, des tours de main, qui aujourd'hui qualifient une mémoire individuelle. Donc on voit bien que le patrimoine alimentaire est porté par un ancrage temporel, et c'est réellement une condition sine qua non finalement pour envisager une valorisation patrimoniale autour de l'alimentation. Le deuxième critère, c'est l'ancrage lié au lieu, l'ancrage spatial. Ce patrimoine alimentaire doit être inscrit dans un territoire. Il doit être le reflet d'un espace, d'un territoire, tant dans sa dimension géographique que dans sa dimension socio-culturelle. Alors là, la dimension géographique, alors on parle beaucoup de terroir à ce niveau. Il y a forcément un terroir, je pense, dans le Roussillon et certainement. Une dimension géographique très spécifique au terroir. Et là, on désigne plutôt, on va dire, un biotope, un cadre naturel spécifique à un endroit plus qu'un autre. C'est les spécificités physiques d'un lieu. Un cépage, un relief, un ensoleillement, une exposition spécifique qui fait que l'aliment qui arrive de ce territoire a un goût spécifique. Et que s'il était fabriqué ailleurs, s'il était produit ailleurs, il n'aurait pas le même goût, ni la même texture peut-être, etc. Donc il y a véritablement un lien inextricable entre la géographie, entre la nature, et je dirais le cadre écologique d'un territoire et son alimentation. Mais c'est aussi très complémentaire à la dimension socio-culturelle des terroirs. C'est-à-dire qu'un territoire, il a certes une géographie, un ensoleillement, un relief, un cépage, etc., mais il y a des hommes et des femmes qui vivent sur ce territoire-là, avec une culture, avec, je dirais, des spécificités ou des particularismes sociaux, avec des pratiques, là aussi, qui ont l'habitude de faire, qui ont hérité de telle ou telle culture, de tel ou tel savoir-faire, telle ou telle pratique. Donc on parle d'une dimension culturelle aussi des terroirs. C'est tout ça, l'ancrage spatial. Et l'alimentation et le patrimoine alimentaire est aussi le reflet de cela. Donc il faut un ancrage temporel, un ancrage spatial, mais aussi ce processus d'appropriation dont j'ai un petit peu, que j'ai évoqué tout à l'heure, où là finalement ce qui est aussi important, c'est la manière dont les habitants, dont les populations locales s'approprient cette alimentation et ce produit alimentaire ou ce patrimoine alimentaire. Certes lié au lieu, certes lié au temps, à l'histoire, mais très lié à la manière de faire ensemble, au vivre ensemble. C'est ce que j'appelle le processus d'appropriation, qui aujourd'hui, c'est la valeur sociale d'une alimentation. Aujourd'hui, un produit, un objet devient patrimoine alimentaire s'il est approprié, s'il fait l'objet d'un attachement, s'il est considéré comme tel, si on est fier de lui, par exemple. Alors, il existe de nombreuses initiatives ou de nombreux exemples, justement, de fierté, d'attachement, d'appropriation. On repère, alors on appelle ça aussi la légitimation, c'est ce qui vient légitimer un produit sur un territoire. Et je crois que ce que vous organisez là pendant plusieurs jours
en est un exemple de volonté de légitimation autour de ces cuisines méditerranéennes, il me semble. On a des expositions, des écomusées, des événementiels, des festivals qui participent à la légitimation, qui participent à l'appropriation des populations locales envers ce patrimoine. Et puis à l'extérieur aussi, il y a des légitimations vraiment externes, beaucoup plus extérieures, où c'est souvent de l'extérieur, où on vous dit, ben, oh, écoutez, ça c'est tellement bon, ça c'est précieux, gardez-le, préservez-le. Le touriste joue ce rôle-là. Des institutions souvent extérieures, comme j'en ai parlé tout à l'heure, l'INAO, l'Institut national des appellations d'origine, ou bien tout simplement des institutions politiques, ou des signes officiels, ou des labels, jouent ce rôle-là en disant ben, ce que vous avez, c'est extraordinaire, gardez-le, préservez-le, on va vous y aider, on va vous donner un label, on va vous donner une garantie, on va vous attribuer un signe de reconnaissance pour l'extérieur. Donc tout ceci concourt finalement à l'appropriation et à l'attachement des populations à leur alimentation. Donc je crois que ce sont des éléments qui définissent ce qu'on entend par patrimoine alimentaire et qui permettent de nous dire qu'une alimentation peut être ou non patrimoine. Alors la patrimonialisation, donc, bon, vous allez voir, c'est le fait de valoriser finalement un patrimoine alimentaire. C'est toute une dynamique, c'est toutes les actions, les dynamiques de valorisation aujourd'hui qui existent autour de l'alimentation. Autour de l'héritage mené par des acteurs individuels et des acteurs collectifs. Alors, je vais vous montrer je voulais plutôt vous parler aujourd'hui de deux types de patrimonialisation, pour être plutôt brève, parce qu'on pourrait en parler bien plus longtemps. Cette patrimonialisation, donc, qui est l'action de valoriser, qui se base donc sur l'appropriation, hein, qui est quand même une composante indispensable, ben, elle a deux approches. Vous allez voir deux approches assez distinctes, assez opposées, et vous verrez peut-être, et vous aurez certainement des exemples en tête sur ces types de patrimonialisation possibles. Alors, on a un premier type de patrimonialisation que l'on rencontre beaucoup, notamment dans le monde du tourisme aussi. C'est finalement le fait de ne vouloir reproduire que le passé. En gros, entre passé et présent, il faut absolument une continuité. Qui nous dit, en gros, la tradition, c'est important et il faut la garder telle qu'elle. D'ailleurs, tradition vient du verbe tradere, en latin, qui veut dire transmettre. Donc c'est une première posture, j'ai envie de dire, une première forme de patrimonialisation qui nous dit, bon, on a un héritage, on le reproduit tel quel, le plus littéralement possible, au risque de vexer ou de trahir nos ancêtres. C'est une forme de patrimonialisation, c'est finalement l'absence totale de changement dans un contexte de changement. Et là, effectivement, on observe ceci dans bon nombre d'exemples. Alors, je parlerai par exemple des écomusées. Les écomusées qui sont des formes de valorisation qui n'ont qu'un seul objectif, reproduire un passé, hein, donner à voir un passé, une époque. Donc là, c'est une forme de patrimonialisation qui ne se base que sur finalement la continuité. On prend du passé, on le met dans le présent, d'une certaine façon. On le dépoussière un petit peu, on le met au musée, d'une certaine façon. Donc c'est tout ce qui est un petit peu logique de muséification. Alors, muséification alimentaire, là, dans notre cas, où on voit aujourd'hui fleurir des écomusées de la châtaigne, des écomusées de la cerise, des écomusées de beaucoup d'aliments, par exemple, où on essaye de reproduire une histoire. Puis, il y a une autre forme de patrimonialisation, vous l'aurez compris, peut-être plus dynamique, plus inventive, plus constructive, forcément en opposé à la première, où là, ok, il y a du passé, on a un héritage alimentaire, certes, mais on se donne l'autorisation, quelque part, de le transformer au regard des enjeux du présent. On se donne l'autorisation de le revisiter, dans tous les cas, de l'adapter au regard de ces nouvelles demandes sociales, de ce nouveau mangeur, de ces nouvelles pratiques de consommation, par exemple. C'est finalement une actualisation du passé dans le présent, une sorte de réactivation qui
je crois, s'autorise la variation. Alors vous allez me dire, pas une totale variation, mais qui, pourquoi pas, se propose d'adapter, de réajuster. Évidemment, on ne mangerait jamais nous-mêmes comme au XIXe siècle. Les choses ont bien sûr évolué et je vous mets au défi, bien sûr, de manger comme nos ancêtres d'il y a 2 ou 3 générations. Donc on voit bien que les choses peuvent se donner, là, dans ce cas-là, l'autorisation d'évoluer, de se transformer. C'est ce qu'on appelle le patrimoine vivant. La précédente posture était plutôt ici sur du patrimoine mort, mis au musée. Là, il s'agit plutôt de patrimoine vivant et l'alimentation est au cœur de nombreuses initiatives de patrimoine vivant. Il y a un label qui s'intitule Entreprise du patrimoine vivant, qui est un label national, qui est attribué aux entreprises qui font vivre justement ces patrimoines-là, qu'ils soient alimentaires, artisanaux. Alors, je ne sais pas exactement, mais il doit y avoir beaucoup d'entreprises ici, certainement labellisées Entreprises du patrimoine vivant. On en a beaucoup dans le domaine artisanal, dans le domaine aussi alimentaire, dans les coopératives agricoles, fromagères, charcutières, où on a... alors certainement, il peut y avoir ces choses-là, vous, dans le domaine, pourquoi pas, du monde oléicole. Je n'en ai pas connaissance, mais on est bien là, autour de la revitalisation de patrimoine hérité, mais réajusté au regard, bien sûr, du présent et du futur. Donc on voit bien qu'on se donne la possibilité de faire bouger le patrimoine, de le modifier et d'y intégrer de l'innovation. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle patrimoine, on a l'impression de parler passé, héritage et uniquement, j'ai envie de dire, vieux sabot. Vieille pierre, vieux sabot et figé, fixation. Comme si, voilà, parler de patrimoine, c'était ne rien changer. Donc là, notre posture, c'est plutôt de dire, si, le patrimoine a toujours, semble-t-il, évolué. On est le résultat de cette évolution aussi, nous, dans nos manières de fonctionner, d'héritage et de nos identités. Et l'innovation peut être partie intégrante de ces valorisations patrimoniales. Aujourd'hui, évidemment, l'innovation, elle est partout. On peut intégrer des machines, des process technologiques, pourquoi pas. C'est aussi innover, avoir de nouvelles idées sur les processus de valorisation de l'alimentation. C'est changer, pourquoi pas, des packagings. C'est aussi faire évoluer cette alimentation dans nos assiettes, dans les rayons, pourquoi pas, et sur les marchés également. Donc on est bien dans une dynamique, je crois, et ce schéma nous montre bien que cet objet patrimonial alimentaire, il est entre tradition et modernité. Parce que d'un côté, on hérite, il y a un héritage, une permanence, une continuité, avec ce souhait de conserver, évidemment. Mais de notre côté, on est malgré tout dans une mouvance, on va dire, d'adaptation, où on doit forcément s'adapter au nouveau, innover, créer, et le changement est bien là, ne serait-ce que pour répondre à l'évolution de la consommation. Voilà, donc cet équilibre entre tradition et modernité, reproduction et changement, est au cœur de nos questions de patrimoine alimentaire. Alors, je vais aller un peu plus vite et voilà, vous montrer maintenant que le tourisme a son rôle à jouer dans cette vivacité patrimoniale, dans cette réactivation de patrimoine. Et nous avons beaucoup travaillé sur qui était le touriste mangeur. Ce touriste qui mange, qui vient sur vos territoires et qui, forcément, doit manger, sinon il ne vit pas. Donc il mange 3 fois par jour, minimum. D'où l'intérêt de s'intéresser à cette personne-là qui vient vous rendre visite et qui est au cœur de l'alimentaire. Alors on verra, il ne mange pas de n'importe quelle façon. Forcément, il fait un certain nombre d'écarts. Donc, ce touriste dit mangeur, on a essayé de l'analyser, de faire un certain nombre de recherches sur ce profil-là. Et on a travaillé, alors je vous donne cet exemple-là, sur plusieurs territoires d'Occitanie. J'en ai un petit peu parlé tout à l'heure. On a fait des enquêtes sur des territoires ruraux en Occitanie. Le Nord Aveyron, pour ceux qui connaîtraient, c'est l'Aubrac, le parc naturel régional de l'Aubrac. Le Sud Aveyron, avec le parc naturel régional des Grands Causses. Le pays d'Armagnac dans le Gers. Et sur ces 3 territoires-là, on a mené des enquêtes auprès de 500 touristes français qui se déplaçaient
pour visiter ces territoires et on les a beaucoup questionnés sur ce qu'ils mangeaient, pourquoi, quel rôle jouait l'alimentation dans leur séjour. Et on est arrivé ainsi à mettre en avant, on va dire, des résultats de recherche sur ce profil de touristes mangeurs. Donc voilà, bon, ça c'est nos patrimoines alimentaires enquêtés sur ces territoires d'Occitanie. Beaucoup de fromage, d'aligot, de viande, d'armagnac, forcément, et de foie gras. Donc des produits emblématiques, mais forcément, vous avez aussi vos produits emblématiques et je pense que les éléments vont se retrouver. Alors déjà, quelques résultats clés. Je ne vais pas vous parler de tous les résultats, mais manger en vacances, est-ce une expérience? Alors, en gros, la gastronomie arrive en 3e position des motivations de vacances dans nos enquêtes. Les touristes arrivent ou viennent sur un territoire, d'abord pour l'environnement naturel, les paysages. Vous, ça peut être l'eau, évidemment, le paysage. Ensuite, pour le patrimoine culturel, donc le bâti, l'architectural, et vient ensuite la gastronomie. Donc ce serait la 3e dimension de vacances dans notre cas. Ensuite, ce qui ressort, un autre type de résultat, et je crois que c'est aussi intéressant, c'est de montrer que l'alimentation a finalement 2 fonctions, ou dans tous les cas, peut avoir 2 statuts en vacances. On a une première alimentation que j'ai appelée l'alimentation de continuité. C'est-à-dire, en gros, on a toujours des touristes qui mangent comme à la maison. Ou qui ne souhaitent pas être très perturbés dans leurs modes alimentaires. Donc, en gros, là, dans cette première dimension, la consommation alimentaire en vacances vient prolonger la consommation quotidienne. On a nos aliments de base que l'on garde. Bon, éventuellement, on fait des petits écarts de temps en temps, mais voilà, on arrive avec nos pratiques alimentaires, nos volontés de manger telle ou telle chose et pas une autre. Et on a des exemples types. On a les Nord-Européens qui arrivent avec des camping-cars très souvent. Et dans les camping-cars, eh bien, il y a toutes les courses faites à la maison pour une semaine à peu près. Donc on a forcément rencontré ces touristes-là qui arrivent avec leur alimentation car ils ne souhaitent pas modifier leurs pratiques alimentaires. Donc là, vous l'avez compris, l'alimentation locale, elle a une dimension plutôt secondaire. Et on mange parce qu'il faut manger, un rôle fonctionnel, un rôle un peu périphérique. Et on a même parfois des tendances à la néophobie alimentaire. Alors, dans le Nord-Aveyron, nous, on a rencontré, alors ici, vous ne les avez pas, nous, on a des tripous dans le Nord-Aveyron, qui sont les tripes d'agneau ou les tripes de veau. Et on a, parmi ces touristes-là, un rejet parfois total, d'ailleurs, dans des individus, des touristes qui rejettent totalement certaines parties, d'ailleurs, certaines composantes des patrimoines alimentaires locaux. Donc là, première dimension, l'alimentation de continuité. Et puis on a rencontré une autre dimension, celle qui nous intéresse davantage, c'est ce qu'on a appelé l'alimentation de rupture. Où là, la nourriture fait partie intégrante de la découverte. Elle devient une véritable expérience. Elle va, je dirais, devenir même mémorable au même titre qu'un circuit ou de la visite d'un château ou de je ne sais quel autre patrimoine. Et cette alimentation, elle est capitale dans la réussite d'un séjour pour cette catégorie-là. Et on a rencontré beaucoup de touristes qui, forcément, viennent décoder cette alimentation sur le territoire, où là, il y a une très forte curiosité pour les produits locaux, avec même les préparations culinaires, où la découverte alimentaire est une découverte centrale dans l'expérience touristique. Et là, c'est vrai, effectivement, vous rentrez de vacances, on vous demande « Alors, c'était bien tes vacances ?» Ben oui, qu'est-ce qu'on a bien mangé? C'est souvent ça. Bon, on voit bien que cette alimentation-là a un rôle crucial parce qu'elle vient finalement, elle nous a éveillé les papilles, elle nous a éveillé l'esprit, nos sens, nos 5 sens, et elle est incorporée, cette alimentation. Aujourd'hui, il faut savoir que manger est un des rares actes physiologiques où on intègre, où on fait sienne une chose extérieure. C'est-à-dire qu'on insère, on ingère un élément extérieur en soi.
C'est un des rares actes physiologiques, j'allais dire. Vous faites notre acte de consommation qui peut être du cosmétique, du vestimentaire ou je ne sais quoi, vous n'avez pas du tout le même rapport physiologique. Là, manger, vous intégrez en vous un aliment inconnu, vous intégrez en vous un objet exogène, j'allais dire, qui arrive de l'extérieur. Donc j'allais dire que là, il y a une intégration physique et psychologique des composantes de l'aliment. S'il est toxique, vous n'allez pas survivre. C'est quand même extrêmement important. On parle de l'ordre du mangeable. Et aujourd'hui, l'alimentaire, alors on a l'habitude de dire « dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es ». C'est ça. Et en vacances, on a réellement retrouvé ceci. En mangeant un produit paysan, on devient un petit peu plus paysan. En mangeant un produit carné, on devient un petit peu plus fort. Voilà, il y a aussi ça dans les imaginaires collectifs. C'est ce qu'on appelle le principe d'incorporation. On incorpore, on fait sienne, y compris les qualités symboliques de l'aliment. Et vous le savez, si vous partez à l'étranger, si vous partez en Asie en vacances, si vous fréquentez les McDo pendant 5 jours, pendant 10 jours, je ne suis pas sûre que vous soyez très très bien intégré localement. Alors que si vous mangez du chien en Asie, bon, je prends les extrêmes bien entendu, vous pouvez être sûr que vous êtes ultra intégré ou dans tous les cas que vous avez tout fait pour être intégré localement. Donc on sent bien que la nourriture devient un levier d'intégration, comme d'exclusion d'ailleurs, dans le territoire, dans la culture de l'autre. Elle devient une grille de lecture, d'ailleurs, de la culture que vous souhaitez visiter, parce qu'en mangeant, forcément, on s'approprie un paysage, on s'approprie une profession, on s'approprie des modes de culture. Par exemple, des pratiques de pêche en mangeant je ne sais quelle spécialité à base d'anguilles ou de poissons. Bref, on a véritablement, chez cette catégorie-là, cette volonté de rompre avec un quotidien alimentaire. Alors, on a donc défini 3 profils, alors voilà, c'est en lien avec ce que je vous disais, je vais me répéter un petit peu, mais 3 profils de touristes mangeurs que l'on a réussi à qualifier. Finalement qui définissent ce qu'on recherche dans l'alimentation en mangeant ailleurs, en mangeant local, en partant en vacances. Voilà ce que l'on peut chercher. D'abord une découverte de soi. Pour le premier profil, c'est ce que je disais un petit peu à l'instant, l'alimentation de l'autre nous permet de mieux nous connaître nous-mêmes. Et ça, c'est réellement un élément important. En mangeant comme l'autre, on se dit, mais bon sang, moi je ne mange pas comme ça d'habitude. Donc il y a comme une redécouverte de ses propres frontières alimentaires en découvrant et en mangeant local ou dans tous les cas en mangeant une nourriture de l'autre. Donc il y a comme un apprentissage de soi, de notre goût, en mangeant, je dirais, en vacances. Alors, des sociologues ont parlé de pèlerinage. Aujourd'hui, les départs en vacances, c'est les nouvelles formes de pèlerinage contemporain. Et l'alimentation participe de ce pèlerinage, de cette incorporation, encore une fois, de l'autre, justement par l'alimentaire et en nous définissant nous-mêmes. Effectivement, quand vous n'arrivez pas à manger du chien au Vietnam, pourquoi ? Parce que ça ne fait pas partie de votre culture alimentaire, de votre propre ordre du mangeable. Donc, c'est par l'autre qu'on se découvre soi. Et l'alimentation joue un rôle clé dans cette définition. Le deuxième profil, c'est l'alimentation, un vecteur de découverte de l'autre. Alors voilà, c'est aussi un point clé. Quand je parlais tout à l'heure du repas gastronomique des Français qui a été labellisé comme réellement un moment social important, c'est ça. C'est-à-dire qu'en mangeant, où l'alimentation a un rôle social incontournable. D'ailleurs, les repas d'affaires se font, enfin les transactions d'affaires se font souvent autour d'un repas. Il y a cette idée de sociabilité, de rencontre de l'autre, de mise en confiance autour d'un repas. Et partir en vacances, c'est aussi rencontrer les autres, rencontrer une culture, l'autre, les acteurs du territoire. Et la photo des marchés
est tout à fait représentative. Aujourd'hui, acheter un produit sur un marché, c'est pas uniquement pour le produit, c'est aussi échanger avec l'agriculteur, avec l'agricultrice, discuter sur ses modes d'élevage, discuter sur ses modes de culture. C'est aussi tisser du lien, interagir, parfois avec des populations que l'on ne connaît pas. Moi, je travaille également sur l'agritourisme, beaucoup, et on se rend bien compte que les fermes sont de formidables leviers de lien social entre les populations urbaines et les populations rurales. Et que très souvent, un touriste qui va dans une ferme, certes, c'est pour découvrir le produit que l'agriculteur ou que le paysan produit, mais c'est aussi pour découvrir un métier, découvrir une personne, découvrir une profession, parfois découvrir une vérité. Donc, une alimentation qui est un levier de sociabilité entre plusieurs mondes qui ne se connaissent pas ou peu. Donc de l'échange interculturel, et les marchés aujourd'hui qui revêtent un véritable engouement sont le symbole un petit peu de cette recherche de sociabilité alimentaire. Enfin, une alimentation qui est aussi un vecteur de découverte du lieu, en mangeant là aussi, alors je vous ai mis un paysage peut-être là plus familier, en mangeant un produit, on mange un lieu aussi. Les produits de la mer, forcément, c'est tout un paysage du littoral qui nous vient en tête. On sent l'iode, on introduit, on s'insère, on incorpore des, je dirais, qualités ou caractéristiques paysagères également. C'est le lien au territoire là qui est recherché, le lien au lieu, au terroir. Ça conditionne réellement l'achat du produit. Alors, pour aller aussi un petit peu plus loin, je ne sais pas où j'en suis dans mon... je peux continuer encore un petit peu ? D'accord, très bien. Voilà, on a aussi enquêté sur le bien manger en vacances. Bien manger en vacances, c'est essentiellement manger des produits de la région où l'on se trouve. Voilà ce qui ressort de manière tout à fait importante pour 65% des touristes interrogés. Il y a comme un renversement des habitudes quotidiennes, comme si en vacances... manger avait une autre connotation, une autre signification, avec une sorte aussi de relâchement. Économique aussi, alors moi j'ai moins travaillé sur l'aspect budgétaire et économique, mais effectivement il y a un écart économique autour de l'alimentation que l'on ne fera pas dans le quotidien. Donc les vacances sont aussi le lieu, le moment où on se permet des choses que l'on ne peut pas se permettre dans le quotidien. Voilà, donc on mange en vacances plus de produits de terroir, on passe plus de temps à table, et le restaurant est bien plus fréquenté que dans le quotidien. Alors, on a aussi travaillé sur la manière dont on préparait ces vacances et est-ce que l'alimentation avait une place dans la préparation ? Ben oui. Quand on prépare ses vacances, on regarde ce qu'on mange, là où on va aller. Et ça joue un rôle aussi clé. Et c'est le bouche à oreille aussi qui intervient beaucoup. Alors, en ligne, les réseaux sociaux, aujourd'hui, la prise de photos de repas et de mets culinaires est fulgurante et colossale. Il y a des études qui ont été faites sur le nombre de posts en vacances et on voit que l'alimentation est au cœur des posts. On photographie ce que l'on mange en permanence. Donc il y a réellement là une communication exacerbée et forcément ça participe à la préparation des futurs voyageurs. Je l'ai dit, on fréquente les fermes aussi, les lieux de production, les restaurants, les marchés locaux sont aussi des lieux d'incorporation de ces patrimoines alimentaires. On consomme sur les marchés, sur les fermes et les coopératives de manière majoritaire. Et je voudrais quand même arriver à un point, ah oui, le souvenir. Alors le souvenir alimentaire est un point clé aussi des vacances. C'est-à-dire on sous-estime très souvent l'économie locale autour du souvenir alimentaire. Il faut savoir que ce souvenir alimentaire, vous savez, c'est ce qui va nous prolonger, qui va nous faire prolonger l'acte de vacances. Quand vous sortez une bouteille de vin chez vous, chez soi, au retour de vacances, ça fait du bien. Cette bouteille de vin, on sait où on l'a achetée. On sait où on l'a achetée. On a discuté avec le producteur, on a échangé sur ses méthodes, etc. L'alimentation, le souvenir alimentaire est un objet de commémoration, de prolongement de l'acte de vacances. Et on le ramène pour soi, mais on le ramène pour les autres aussi. Donc il y a une économie du souvenir alimentaire aujourd'hui qui est
surtout pas négligeable dans certains territoires. Alors je pense au Nord-Aveyron, par exemple, à l'Aubrac. On ramène de la foisse, on ramène du fromage, on ramène de la viande. Et aujourd'hui, les commerces locaux vivent beaucoup grâce aux souvenirs alimentaires, notamment. Alors, je finirai peut-être là-dessus. Ce tourisme alimentaire ou ce tourisme gastronomique a un impact sur les territoires qui est là aussi, bien sûr, non négligeable, tant du point de vue économique que du point de vue culturel. Du point de vue économique, vous l'avez compris, c'est une manne non négligeable parce qu'il va valoriser l'agriculture, il va valoriser les industries agroalimentaires, les métiers de bouche et toutes ces dimensions que j'ai pu vous décrire en début d'exposé. Les ressources artisanales aussi sont très concernées. Et en même temps, il va valoriser la culture des territoires et des groupes en impulsant ce fameux sentiment d'appropriation. Ce touriste qui vient chez nous, il ne vient pas pour rien. Il vient parce qu'on mange bien, il vient parce qu'on a un héritage, on a certainement une identité, une culture à montrer, à valoriser, à exacerber. Et voilà, il y a une valorisation, un sentiment de fierté qui, très sincèrement, grâce au tourisme, se valorise justement, est tout assez intéressant. Voilà. Alors, je vais aller, c'est un petit peu tout ça, où ce tourisme-là, il est un levier de préservation de nos cultures, mais aussi un levier de cohésion sociale. Parce que, en travaillant sur la fierté, en travaillant sur l'appropriation, ce tourisme, il est aussi un moyen de prendre conscience de qui on est ensemble, de notre héritage collectif. Alors, bien sûr, il y a des écueils, bien sûr, il y a des éléments de folklorisation, ça on pourra peut-être en rediscuter, mais j'allais dire que déjà la sensibilisation à ce type de notion est un premier pas vers des bonnes pratiques de valorisation. Voilà, donc un tourisme qui participe aux interactions entre rural, urbain, connu et inconnu, et j'ai envie de dire, et qui tisse du lien entre les populations grâce à l'alimentation. Voilà, donc je vais en finir là-dessus. J'ai été un petit peu vite, excusez-moi, sur la fin. Hein, je suis un petit peu resserrée au niveau des... on va pouvoir échanger. Alors, si vous voulez en savoir plus, donc j'ai écrit un certain nombre d'articles et d'ouvrages, et un des derniers, c'est Travail patrimonial et alimentation. Il est à la librairie ici. J'ai amené quelques ouvrages si vous êtes intéressés. Voilà, moi je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Madame Bessières. C'était très, très riche et je crois que c'est en concordance avec ce que la ville souhaite mettre en place dans les années à venir. Dans le public, est-ce que vous auriez des remarques ou des questions ? Moi, j'en ai une en fait. En lien un peu avec le projet que porte la ville, je me fais un peu l'avocat du diable. Donc le tourisme, on a bien compris que le tourisme alimentaire, c'était quelque chose qui était tendance, qui allait dans le bon sens, que c'était pour l'économie locale, c'était valorisant, pour valoriser un patrimoine local, c'était aussi intéressant. En revanche, développer le tourisme, c'est aussi, on sait très bien que le tourisme se déplace vers des chemins qui sont assez balisés. Toujours au même endroit, avec des lieux bien identifiés. Si on prend des grandes villes comme Paris, le touriste, on peut le suivre à la trace, le touriste. Hein. Il va faire la Tour Eiffel, il va faire le musée d'Orsay, voilà. Est-ce que finalement, à développer un tourisme culinaire ciblé vers certains endroits, on ne va pas, au fur et à mesure, perdre de l'authenticité ? Je vais prendre un exemple, c'est la Boqueria à Barcelone, qui est un marché aujourd'hui surfréquenté, je crois, par les touristes. Et finalement, ce marché a perdu toute son authenticité. Alors, est-ce qu'à développer cette forme de tourisme, on ne perd pas de l'authenticité pour les territoires ? Alors, oui. Est-ce que c'est pas plutôt les territoires qui n'ont pas de tourisme, qui au contraire ont développé le tourisme culinaire pour l'attirer, alors que les territoires fréquentés ont abandonné ce type de patrimoine plutôt ? Alors, je crois que c'est difficile. Cet équilibre est très difficile à tenir parce que ce que vous dites là, c'est juste et c'est ce qui se passe dans, je dirais, la plupart des grands territoires touristiques, y compris de France ou du monde. C'est-à-dire comment faire au final pour attirer, mais pas trop non plus,
pour ne pas dénaturer, c'est toutes les problématiques de la folklorisation, de la dénaturalisation, où on voit aujourd'hui, effectivement, on a des territoires touristiques ou des destinations touristiques totalement dénaturées, je dirais dépossédés. On peut aussi parler de ceci, dépossédés de leurs attributs, de leur identité, de leur culture, de leur patrimoine, parce qu'envahi. Tout réside dans, je crois, la manière de penser ce tourisme, la manière de le piloter, de le gérer, et tout réside dans la manière, je dirais, de l'attirer. C'est-à-dire que, oui, il peut y avoir des points clés, il peut y avoir des bassins clés, peut-être de tourisme culinaire, mais qui ne sont que des étapes, ou qui ne sont que des composantes complémentaires à d'autres formes de tourisme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule et unique forme de tourisme, mais une complémentarité, c'est-à-dire un panel d'expériences aussi offertes aux touristes. Et c'est vrai que il y a des destinations que de tourisme gastronomique, mais peu. Alors, par exemple, je pense à l'Alsace qui a tout misé aujourd'hui sur les routes gastronomiques autour du vin, notamment toutes les routes autour du vin. Mais il y a quand même toute une expérience autour patrimoniale, architecturale, culturelle aussi en complément. Je dirais que ça fait partie des compléments de ressources. Et aujourd'hui, on a des paniers, on parle de paniers de ressources pour le tourisme qui sont indispensables. Et je crois que si on veut éviter la massification touristique culinaire, il faut pouvoir proposer une diversité d'expériences et surtout étaler sur les territoires et étaler dans le temps si possible aussi. D'autres réactions? Non? Oui, Nadine. Oui, merci pour votre exposé, excellent. J'ai vu, je pense qu'il y a un lien aussi avec la sauvegarde, pour avoir ce patrimoine, pour sauvegarder ce patrimoine, c'est un lien aussi avec la sauvegarde de la planète, de l'écologie, de l'environnement. Parce que je vois, nous, dans la Méditerranée, c'était une richesse incroyable. Nos anchois et nos anguilles, elles disparaissent. Donc, voilà, donc il y a ce lien aussi, je crois qu'il faut rappeler. Alors, c'est intéressant ce que vous dites parce qu'effectivement, on voit bien qu'autour de l'alimentaire, tous les enjeux sont réunis. Et il y a même l'enjeu environnemental, évidemment, il est plus que présent, puisqu'on fait référence, je l'ai dit, à l'agriculture, à nos paysages, à nos ressources naturelles. On est au cœur de nos biotopes. Comment voulez-vous produire un aliment si toutes les conditions paysagères, y compris agricoles, ne sont pas réunies convenablement dans la production de cet aliment? Donc voilà, autour de l'alimentation se réunissent des enjeux d'environnement, sociaux, économiques, culturels. On est vraiment sur un objet total et crucial, d'où la sensibilisation pour moi qui est capitale, et y compris dès le plus jeune âge. Oui. Oui, merci. Merci pour votre exposé. Est-ce que je laisserai de côté la part du tourisme, mais je prendrai plus la part de l'individu. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une manière de réappropriation de sa propre identité ? Oui. Je crois que ça aussi, c'est un élément qui est important dans cette démarche. Et pour oublier un peu justement tous ces clichés. C'est ça, vous avez entièrement raison, c'était un peu l'introduction, ce que j'ai dit en introduction, et qui se retrouve aussi dans ce profil du touriste mangeur qui, par l'alimentaire, se découvre lui. Quand je dis lui, c'est son identité, c'est ce que vous dites. C'est finalement, en mangeant différemment, on se rend bien compte aussi que l'on a une culture alimentaire héritée. Et qu'effectivement il y a un retour sur soi, c'est-à-dire c'est bien l'altérité qui produit l'identité, c'est bien l'autre qui nous permet de nous connaître nous-mêmes dans la différence, et l'alimentaire est un formidable levier de compréhension de l'autre et de soi, et aujourd'hui si on a ce retour tel au marché de pays, au Halles, on en discutait tout à l'heure, y compris sur ces formes de no-tourisme, le tourisme vitivinicole qui aujourd'hui aussi explose sur certains territoires, c'est aussi parce qu'il y a un retour à ce que, un retour, me semble-t-il, certes à ce que faisaient nos parents, grands-parents, et effectivement à peut-être un travail de la terre et du plus simple et d'une certaine vérité, mais aussi parce que on est quand même
brouillés nous-mêmes dans notre avenir, quelque part, avec une sorte de perte ou dans tous les cas de flou, voire de confusion dans nos repères identitaires, et qui fait que revenir quelque part dans un héritage ou dans un passé nous rassure, hein, je l'ai dit, cet objectif de réassurance nous rassure, nous conforte et nous permet peut-être aussi de construire du projet, parce que c'est en partant de ce que l'on a et de ce que l'on est que l'on envisage mieux l'avenir. Merci beaucoup. Écoutez, ce que je vous propose, c'est déjà de remercier d'être venu ici, nous avoir éclairés. Donc n'oubliez pas, l'ouvrage donc de Madame Bessières est disponible juste en sortant de la librairie. Ce que je vous propose, c'est d'enchaîner par donc la prochaine, cette fois-ci une table ronde. On va changer de registre. J'ai vu que les 3 intervenantes de cette table ronde étaient arrivées. Donc on va parler de sport santé, avec 3 jeunes femmes qui œuvrent dans ce sens-là. Donc je vais, sauf si vous voulez qu'on fasse une petite pause de quelques minutes, sinon on enchaîne de suite, on est dans le timing, un timing parfait. Voilà, donc on continue.